Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va porter sur les parcours PASS et LAS. Donc je vais vous expliquer un peu les différences. Il y a plusieurs étudiants qui m'ont questionné là-dessus récemment, à savoir dans quel parcours ils auraient le plus de probabilité d'être pris dans leur filière de rêve. Donc je vais discuter de ça avec toi aujourd'hui. Je vais aborder un peu la réforme de 2019-2020, le numerus apertus, numerus clausus, un peu les pourcentages d'étudiants qui sont pris par parcours, les défauts, les qualités de chaque parcours. En même temps aussi le général, donc entre les UE de spécialité, les UE tronc commun santé. D'ailleurs, c'est vraiment la vocation de ma chaîne, c'est vraiment d'aborder ces UE-là. Donc je t'encourage à t'abonner. Je fais plein de contenu pour bien comprendre les cours facilement. Donc n'hésite pas, c'est du contenu gratuit. Moi j'ai bien reçu le concours, j'ai fini 12e sur 900 à une LAS SPS, donc il y a un peu une passe. Je vais vous expliquer ça par la suite. Donc j'aborde aussi les différentes facs. Et aussi, je vous donne des conseils. Et finalement, j'aborde aussi la prochaine P1, donc la prochaine première année, qui va arriver normalement en 2026-2027. Il va peut-être y avoir une réforme. Donc c'est plein de choses que je discute. La vidéo est un peu longue, donc je mets un petit menu déroulant dans la description. Je t'invite à cliquer là où ça t'intéresse, et puis même à la regarder en entier, parce que je donne plein de conseils à la volée en fonction de mon expérience. Voilà, j'espère que ça va t'intéresser, que tu vas apprendre des choses, et je pense que c'est une vidéo qui peut être utile pour des étudiants, pour des parents, pour des enseignants, que ça soit en médecine ou hors médecine, même pour des gens qui sont intéressés à avoir un témoignage d'étudiants. Voilà, donc je partage mon expérience, je partage même un petit coup de gueule sur les passerelles. Comme présenté, aujourd'hui, je vais vous détailler un peu les différences entre PASS et LAS. Des fois, ça peut paraître complexe parce que c'est vrai que c'est pas toujours homogène, que la loi n'est pas totalement fixée. Là, je vais vous faire vraiment 3 points qui vont vous permettre de comprendre rapidement ce qui constitue la PASS et la LAS. Tout d'abord, on va trouver des UE, donc des unités d'enseignement, donc des matières universitaires, qui vont constituer le tronc commun santé. Donc ça va être des matières à concours qui seront beaucoup plus prépondérantes dans le parcours PASS versus la LAS. Donc typiquement, on peut penser à 70% versus 30% du contenu total de la licence. Il faut noter qu'il y a des variations en fonction des facs. Là, c'est à titre indicatif. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est des matières à concours. C'est des matières qui sont plutôt universelles. Et d'ailleurs, c'est aussi vraiment sur ce type de matière que moi, j'essaye d'axer ma chaîne. Donc vraiment sur les matières de tronc commun santé, voire les matières de spécialité que je vais discuter après. Ensuite, on va aussi avoir des UE d'options disciplinaires. Donc là, le concours n'est pas toujours appliqué sur ces matières. Et typiquement, ces matières vont aussi avoir un second nom selon le parcours. Donc, par exemple, ça sera plutôt appelé mineur en passe. Donc typiquement, en passe, je pourrais peut-être faire une mineure psychologie. Donc j'aurai 10% de cours de psychologie, admettons. Ou bien faire une majeure, donc en LAS, une majeure par exemple en psychologie, où j'aurai 80% des cours qui seront de la psychologie et admettons 20% des cours qui sont tronc commun santé. Ou bien sûr, là je donne des pourcentages à titre indicatif, mais cela peut varier selon les facs et selon les périodes aussi. Et enfin, il y aura des UE, une UE de spécialité. Donc là, ça va être une UE qui sera choisie en cours d'année pour choisir quel métier de la santé on veut viser, quel est notre objectif vraiment en termes de métier. Euh, et donc justement, là, c'est ce que je vais aborder toujours. Donc ça aussi, c'est des matières à concours, parfois qui ont des coefficients supérieurs, souvent qui ne sont pas faciles. Donc par exemple, si je prends les UE de spécialité médecine, souvent c'est un gros morceau. Et les matières classiques qu'on va retrouver, ça va être tête et cou, petit bassin, et parfois embryologie et développement. Voilà. Donc, comme je le disais, il va y avoir des UE de spécialité qui vont être choisis en cours de semestre, soit au premier, soit au deuxième semestre. Moi, dans ma fac, c'était après les résultats du concours du premier semestre, parce qu'en fait, une fois qu'on connaît un peu notre classement, après un premier concours, ça va nous permettre d'évaluer pour quel métier on va avoir plus de chances ou pas de postuler. Par exemple, médecine, c'est assez sélectif, dentiste, odontologie, c'est très sélectif, etc. Et donc, ce qu'il faut savoir, donc, quand on choisit ces jeux de spécialité, on va avoir des matières propres, donc des matières qui vont parfois être partagées selon les spécialités. Par exemple, maïeutique, je pense que l'embryologie développement faisait partie du tronc maïeutique, mais aussi du tronc médecine. Et donc justement, maïeutique, c'est quoi? Bah, c'est le métier surtout de sage-femme,
c'est la première lettre donc de l'acronyme MMOPK. Et globalement, leur rôle, ça sera d'accompagner la mise au monde des bébés et aussi l'accompagnement des mères et des parents lors de la grossesse et le suivi, etc. Ensuite, on a bien sûr la médecine. La médecine, il faut savoir qu'il y a plein de spécialités différentes, donc il y a quand même plusieurs métiers, mais il faut savoir que c'est des études qui sont très longues et qui sont quand même très demandantes avec plusieurs concours incluant en 5e année. Il y a aussi la chirurgie qui peut faire partie de la médecine. Donc on peut, en s'orientant en médecine, choisir une spécialité chirurgicale si notre classement le permet en 5e année. Mais aussi, on peut trouver de la chirurgie, par exemple, en choisissant l'odontologie. Donc les dentistes, donc c'est les O de l'acronyme, eux vont être des chirurgiens dentistes. C'est souvent un programme qui est un peu plus court, par contre le numérus est petit, donc c'est quand même assez dur d'accès. Mais par contre, ils ont la chance d'être chirurgiens direct quasiment lors de la 3e année. Ils vont déjà faire de la chirurgie de la bouche, et principalement axée sur les dents. Ensuite, on a aussi les pharmaciens. Donc les pharmaciens, c'est tout ce qui est la gestion du médicament, que ce soit de la production à la fabrication jusqu'à la distribution, etc. C'est quand même très varié la pharmacie, hein. Il peut y avoir à la fois de l'officine, mais de l'industrie aussi, des organismes réglementaires. Donc il y a beaucoup de métiers différents derrière la pharmacie. La kinésithérapie, donc c'est aussi la thérapie par le mouvement. Donc typiquement le massage, le masso-kinésithérapeute, donc spécialisé du massage, mais aussi de la rééducation, par exemple après une blessure sportive, ou encore pour quelqu'un en situation de handicap, après un traumatisme, etc. Et puis aussi, il y a quelques métiers de niche qui sont souvent peu représentés dans les lois françaises, mais par contre, au niveau local et régional, on peut avoir quelques places réservées à l'ergothérapie, encore l'orthophonie, enfin vraiment des corps de métier très intéressants en rapport avec la santé, assez techniques, qui sont utiles. Donc l'ergothérapie, c'est tout ce qui va concerner la, les activités d'un patient, d'adapter des activités, pardon, pour améliorer la vie d'un patient. Et l'orthophonie, bah, par exemple, ça va être sur la prononciation, l'élocution, pouvoir aider quelqu'un qui a des problèmes de compréhension, etc. Donc c'est aussi des métiers intéressants et qui parfois peuvent être éligibles lors de la première année du concours de médecine selon les facs. Et donc là, je vais faire un rapide survol de la réforme de 2019-2020, donc qui a instauré la PASS-LAS et supprimé la PASSES. Déjà, ce qu'on remarquait, c'est qu'il y avait un problème de redoublement, et donc ce qui faisait que le concours était très compétitif, parce que les doublants avaient vu 2 fois le programme, donc c'était très dur pour ceux qui arrivaient la première année de réussir face à des gens qui avaient vu 2 fois le programme. Et en même temps aussi, le problème, c'est que des fois, les doublants, s'ils rataient leur 2e année, à ce moment-là, ils se retrouvaient sans rien alors qu'ils avaient fait quand même 2 ans d'études. Et donc, l'objectif du programme PASS-là, c'était de faire progresser les étudiants qui doublaient, entre guillemets, donc qui étaient toujours motivés pour faire un MMOPK, mais donc ils allaient progresser en licence, ce qui leur permettait aussi de se développer et d'avoir un second projet professionnel en même temps, tout en retentant le concours aux prochaines années. Donc résultat, en résumé, en PASS-LAS, il n'y a plus de redoublement en première année. Par contre, on peut repostuler en 2e ou en 3e année, à la limite de 2 fois par étudiant. Après, il y avait un deuxième objectif qui était de diversifier les connaissances et compétences des étudiants en médecine avec l'introduction d'une nouvelle option disciplinaire. Donc c'était l'UE disciplinaire que je vous avais introduit en première diapo. Et donc typiquement aujourd'hui, les étudiants en médecine vont pouvoir choisir entre différentes mineures, options, selon les facs encore. Donc par exemple, on peut choisir de la psycho, du droit, de la chimie ou des maths, etc. Moi typiquement, si j'en ai 2 à recommander, je recommanderais plutôt la psycho, parce que je trouve que c'est super intéressant, c'est super important de comprendre l'humain dans sa globalité comme individu, etc. De vraiment comprendre la psychologie, mais aussi les sciences pour la santé. Donc là, c'est vraiment plus scientifique. Et en dernier, moi, ce serait mon dernier choix, ce serait les STAPS. Je sais que c'est très favorisé les STAPS, parfois par les facs et beaucoup par les étudiants, mais franchement, moi, je le recommande moyen, parce que le problème de STAPS, c'est que si vous n'avez pas médecine, après en STAPS, les choix de carrière sont pas forcément les plus diversifiés. Aussi, ce qu'ils ont ajouté, donc c'est des oraux de sélection. Donc là, typiquement, c'est après, à la fin de l'année. Donc quand les étudiants ont eu leur concours, donc ils ont eu leur concours, ils ont leur classement, leur premier classement, donc il y a un classement provisoire. Donc là, il y a 2 options.
soit l'étudiant fait partie du top 50% du numérus. Donc, admettons qu'il y a dans une fac, il y a 200 places allouées à la médecine. Si l'étudiant fait partie des 100 premières places, à ce moment-là, il sera grand admis. Et donc, il n'aura pas besoin de passer d'oral, il sera directement grand admis. Par contre, s'il fait partie donc, des étudiants de 100 à 200, et en fait de 100 à 300, là, à ce moment-là, il sera admissible aux oraux, et ces 200 étudiants se disputeront les 100 places restantes du numérus. Donc voilà, donc les oraux commencent à prendre de la place dans la section des étudiants. Par contre, moi, c'est vrai que sur le format, là, si quelqu'un est en rapport, enfin, un enseignant en médecine ou un député ou je ne sais quoi, en rapport avec les études de santé, moi, globalement, je trouve que 3 entretiens de 15 minutes, parce que je crois que c'était ça, hein, ça me semble vraiment faible pour évaluer la capacité d'un étudiant à performer sur 10 ans, à être motivé sur 10 ans, à être quelqu'un de bon avec les gens en général. Je trouve que c'est presque de la chance, que c'est pas très représentatif. En plus, j'ai entendu des histoires de biais, par exemple, le fait qu'il n'y avait pas de mixité dans les jurys, donc c'était toujours des hommes qui allaient juger des étudiants, c'était des médecins, pas forcément d'autres professionnels de santé. Donc bref, moi tout ça pour dire, je suis très mitigé sur l'efficacité des euros de sélection actuellement. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais peut-être qu'il faudrait faire un format sur le plus long cours et peut-être même préparer au cours de l'année les étudiants à faire des oraux, peut-être même préparer les étudiants à avoir des habilités, on va dire, plus sociales et socio-professionnelles pour interagir correctement au cours de l'année, pour réussir ces oraux, mais aussi surtout et avant tout pour être de bons soignants. Et enfin, surtout, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que malgré les créations des passes et des LAS, finalement, le contenu est calqué sur la PACES et qui était elle-même calqué sur le PCEM1. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de ma chaîne de répondre, donc de cette chaîne YouTube, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, c'est l'objectif de répondre à l'ensemble de ces troncs communs santé pour toutes les facs, avec beaucoup de compréhension, parce que pour moi, la compréhension, c'est ce qui va faire que tu vas performer. Donc nous voilà, nous parlons maintenant du numerus apertus, le fameux. Donc apertus, ça veut dire ouvert en latin, à la différence du numerus clausus qui était plus fermé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réforme de 2019-2020 a aussi introduit une augmentation du nombre d'étudiants admis selon plusieurs critères. Un critère qui est régional en fonction des besoins donc, territoriaux des professionnels de santé, médecins, maïotiques, etc. Mais aussi en fonction des capacités d'accueil des universités. Et globalement, il l'appelle numerus apertus, mais ça se rapproche quand même du numerus clausus, ça reste sélectif. Globalement, ça va être pour médecine, on va dire, ça va être 20% des étudiants qui vont être sélectionnés, donc ça reste quand même assez sélectif. Et globalement, on va dire, en général, selon les facs, mais c'est en moyenne 30% des étudiants qui vont avoir une place en MMO-PK. Après, il y a de la variation selon les facs. Ça, c'est aussi quelque chose que je vous encourage à regarder. Si là, vous avez vos résultats Parcoursup, c'est sûr que ça peut être intéressant de regarder les stats. Où est-ce que vous avez le plus de probabilité de faire votre aide? Et aussi, là, ce que je voudrais souligner, c'est que ce numerus apertus n'est pas distribué de façon équilibrée entre PASS et LAS. En effet, il y a plus de places qui sont réservées aux PASS. Donc ça, il faut bien le retenir. La loi dit que c'est maximum 50% du numérus qui est réservé aux PASS. Et dans les faits, à ma connaissance, les facs ont tendance à appliquer ce maximum, donc ce 50%. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a 200 places pour médecine, par exemple, euh, en première année, enfin 200 places pour entrer en deuxième année de médecine, à ce moment-là, la plupart des facs vont donner 100 places au PASS. Par contre, pour les LAS, on va aussi leur donner 100 places, ou approximativement, peut-être 90 parce qu'on va enlever les passerelles, et ces 90 restants, on va les diviser sur 3 années. Donc il y aura seulement 30 places en LAS 1, 30 places en LAS 2, 30 places en LAS 3, soit 16,66%. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que en valeur absolue, vous avez plus de probabilité, plus de chances, il y a plus de places en première année de passe pour être pris en médecine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne présente pas toujours, mais il y a plus de chances d'être pris en passe en valeur absolue.
Par contre, après, le problème, c'est relatif. C'est qu'en fait, souvent, en passe avec des étudiants qui sont plus motivés, donc c'est un parcours qui est spécifique santé, donc les étudiants veulent vraiment faire ça, et à ce moment-là, il y aura un peu plus de concurrence. Donc même s'il y a plus de place, on aura plus de concurrence, donc il faut trouver son équilibre. À l'inverse, en LAS, il y aura moins de place sur le papier. Par contre, après, la concurrence, ça va être en fonction du programme, un peu en fonction de la chance. C'est à vous de faire vos recherches, savoir si les programmes sont compétitifs ou pas. Et là, justement, hein, bah, je vous donne un exemple, hein. Si en première année, je choisis une passe, puis en seconde année, une LAS, globalement, je me suis exposé à un numérus de 66,6%, soit 50% en première année et 16,6% en LAS 2 ou en LAS 3. Par contre, si je fais une LAS, donc première année que je rate et deuxième année ou troisième année où je repostule, j'aurais eu seulement un numérus de 16,6 fois 2, donc environ 33,2. Donc j'ai moins de chances d'être pris en faisant une LAS qu'en faisant une classe. Finalement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il va y avoir différents modèles aussi selon les facs. Et typiquement aussi, c'est des modèles qui, même dans une même fac, sont amenés à changer. Voilà. Donc c'est important de s'informer, d'essayer d'aller, par exemple, au salon étudiant, voir un peu ce que propose votre fac, comment ça fonctionne, et de comparer avec d'autres facs, regarder des statistiques sur des sites externes, même comme cette vidéo, hein, c'est le but un peu, c'est de vous aider à essayer de trouver le meilleur choix pour vous. Et donc, bah, parmi ces différents modèles, il y en a quelques-uns qui me semblaient intéressants de mentionner. Par exemple, j'ai vu le modèle d'Angers, donc qui est le modèle Pluripass, donc qui va donner par exemple des places aux IFSI, donc en première année, et puis après, bah, qui va donc aussi avoir des mineurs disciplinaires pour chaque passe, et aussi qu'il y aura aussi des LAS. Donc globalement, c'est vrai que le système d'Angers, c'est peut-être le système qui a le plus joué la diversité des parcours. Globalement, c'est un programme qui a l'air assez fou, enfin en tout cas qui est très diversifié. Je ne sais pas si dans les statistiques ça fonctionne, leur système, si c'est efficace tout ça, mais sur le papier ça a l'air assez incroyable, ça change de ce qui était fait auparavant. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est que sur l'est de la France, donc par exemple à Strasbourg, là on va avoir des LAS, donc SPS, et pas qu'à Strasbourg, sur d'autres aussi universités de l'est de la France. Donc c'est une LAS SPS qui va même se substituer au système PASS. Donc en fait, on va avoir que des LAS, mais c'est des fausses LAS, dans le sens, ça ne sera pas des majeurs, mais ça sera des mineurs dans ces LAS SPS. Donc des mineurs disciplinaires plutôt que des majeurs. Et qu'est-ce que ça veut dire SPS? Ça veut dire sciences pour la santé. Par contre, il faut bien faire attention, et là, bah, c'est un exemple de problème de lisibilité concernant cette réforme. C'est qu'en fait, si vous prenez une licence sciences de la santé, ce n'est pas une LAS. Donc il faut bien faire la différence entre LAS sciences pour la santé et licence sciences de la santé. Parce que la licence sciences de la santé n'est pas une LAS, donc ne donne pas accès au concours et ne donne pas accès aux filières de santé. Donc il faut faire bien attention à la lisibilité. Ça peut être très piégeux. Et moi-même étant passé par Parcoursup, j'ai pu réaliser à quel point des fois c'est pas clair et il faut vraiment bien s'informer. Donc là, ça c'est un message là pour les étudiants et les parents là qui vont bientôt prendre des décisions par rapport à Parcoursup. Regardez bien si vous voulez faire médecine ou en tout cas postuler aux filières MMOPK, faut au minimum que vous ayez pris une LAS. Il faut qu'on ait accès santé. Il ne faut pas que ça soit une licence sciences de la santé. Après, peut-être que certaines facs rendent la licence sciences de la santé admissible au concours, mais je n'en suis pas sûr. Et si c'est le cas, vous pouvez toujours le mettre en commentaire. Voilà. Mais bien attention, il faut bien vérifier que la licence est éligible au concours. Et aussi, bah, pour vous parler un peu de ma LAS SPS, moi globalement, dans ma LAS SPS, c'était environ 70% de matière santé, donc à la fois le tronc commun santé et la spécialité, et 30% de mineurs. Moi, j'avais choisi une mineure sciences, donc en fait, moi, mon parcours LAS SPS, c'était exactement une passe, où c'était exactement la PACES, ou exactement le PCEM1, donc on avait des annales même qui avaient plus de 20 ans, et en fait qui étaient vraiment en rapport avec l'ancien parcours. Et il l'avait juste refondu, donc il l'avait coupé en deux, en disant, bon, les sciences, donc on avait la mineure sciences qui était avec des mathématiques, de l'évolution, euh, plein de choses donc très théoriques, et puis après on avait le tronc commun, donc là qui était plus les matières plus reliées à la médecine, donc par exemple biochimie, par exemple l'anglais, par exemple, etc. Ce genre de choses.
Et enfin, ouais, une petite note, c'est aussi que selon les mineurs que vous choisissez, ou selon les majeurs, il faut aussi voir que les facultés qui vont vous évaluer ne vont pas être les mêmes. Et typiquement, c'est vrai qu'être évalué par la faculté de médecine, c'est pas forcément le plus facile dans le système français, à la différence d'une autre fac, comme je sais pas, une fac de sciences économiques, évaluera peut-être de façon plus facile qu'une faculté de médecine. Bien sûr, il ne faut pas faire d'absolu, ça va dépendre des facs, des universités. Mais c'est aussi ce qui peut faire des fois que le système de LAS n'est pas forcément juste. Parce qu'on va avoir un étudiant qui va prendre une LAS dans une faculté de médecine, qui va être une LAS très difficile, la faculté de médecine va être très demandante, alors qu'un autre étudiant va prendre une LAS en faculté de philosophie, je sais pas. Je dis pas que la philosophie c'est facile, mais si les autres étudiants sont pas très performants en licence de philosophie, si la faculté n'est pas très exigeante et que l'étudiant arrive facilement à avoir une bonne moyenne, alors qu'il n'était pas forcément très bon, bah, à ce moment-là, ça va être un peu déséquilibré par rapport aux étudiants qui étaient dans la faculté de médecine, qui se sont parfois fait pénaliser par les facultés de médecine. Donc, quand je préparais cette vidéo, j'étais aussi content d'avoir découvert cette réforme, donc qui va avoir lieu en 2026. On n'en parle pas trop encore, mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que le système PASS-LAS a été beaucoup remis en question par différents organismes, différents profs, et en particulier, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a pointé plusieurs problèmes qu'on pouvait voir dans le système PASS-LAS. C'était un système qui n'était pas forcément efficace. C'était un système aussi qui était assez coûteux, parce qu'il y avait plusieurs filières à entretenir. C'était aussi un système qui n'était pas lisible, donc c'est très difficile pour les étudiants, les parents, de comprendre qu'est-ce que c'est le PASS, qu'est-ce que c'est le LAS. Il y a des différences selon les facs, donc franchement ça devient super compliqué. Euh, et donc voilà, donc il y a un ensemble d'anomalies qui ont été pointées. Et même, j'ai aussi entendu certains profs qui disaient que les étudiants de la génération LAS étaient une catastrophe parce que des fois j'ai entendu des histoires d'étudiants qui ne voulaient même pas faire médecine, qui ont fait une LAS par limite à cause de Parcoursup, par hasard, et en fait, par chance, ils ont tenté ça, ils ont été pris parce qu'il y avait personne qui faisait le concours, et à l'inverse, les passes étaient plus, enfin, donc c'est pas toujours équilibré, parce qu'il y avait des passes qui étaient tous à fond, et finalement des passes qui étaient assez performants qui ont été refusés parce que le concours était exigeant, alors que des LAS qui n'étaient pas forcément les plus performants et parce qu'il y avait des places qu'il fallait combler. Donc là, typiquement, enfin, les catégories, quoi, enfin, des systèmes très administratifs. Finalement, voilà, des LAS qui étaient, enfin, franchement, qui n'étaient pas destinés à faire médecine, qui ont fait médecine. Et finalement, en plus, le pire, c'est que ça ne sera pas forcément des bons soignants. Et pire, pour eux, ça ne sera pas forcément des gens épanouis, parce qu'en fait, finalement, ils voulaient limite pas faire ça. Donc c'est un peu triste, surtout pour 10 ans, enfin, c'est du gâchis, quoi. Et donc globalement, ce qui va se passer avec la réforme qui est attendue pour 2026-2027, c'est que normalement, on devrait aller vers un concours unique avec des mineurs disciplinaires, donc quelque chose qui va ressembler plus à une PASS ou encore à une LAS SPS. Et d'ailleurs, si je peux ajouter ma petite touche à l'édifice, si certains sont impliqués plus dans le législatif, tout ça, moi globalement, ou même des enseignants, hein, des profs, hein, moi j'encourage franchement pour que les mineurs, elles soient pondérées et qu'elles comptent, parce que sinon, c'est pas équitable entre les étudiants, parce que certains auront des mineurs qui seront plus légères, comme par exemple STAPS, versus des mineurs sciences pour la santé qui seront beaucoup plus lourds. Donc moi, j'encourage la pondération pour favoriser tous les étudiants et être équitable. Et il faut savoir aussi qu'il existe des passerelles. Là d'ailleurs, je vais passer mon petit coup de gueule. Ça va pas durer longtemps, mais globalement, pour moi, les passerelles sont des grosses loteries. Moi, ça fait plus de 10 ans que je veux faire médecine. Je suis super motivé, j'ai fait plusieurs diplômes, plus d'un bac plus 5. Globalement, j'ai été parmi les meilleurs étudiants dans plusieurs systèmes académiques, avec des lettres d'excellence de mes profs. J'ai même été parmi les meilleurs employés de mes entreprises, dans des entreprises donc, cotées en bourse, donc des entreprises de haut niveau. Et globalement, quand j'ai postulé aux passerelles en disant que la médecine c'est mon rêve, que je voulais pas tout le temps travailler pour la bourse, tout ça, globalement, on m'a juste pas convoqué aux euros, alors que moi c'était vraiment mon rêve. Et donc moi ça m'a vraiment déboussolé, ça m'a vraiment déçu. Puis après finalement j'ai fait le concours, j'ai fini 12e au concours, donc 12e sur 900. Je crois que ça veut dire que j'avais les capacités, que j'étais motivé et que je mérite aussi. Et globalement, ça n'a pas du tout été reconnu dans le processus de passerelle. Et à l'inverse, des fois, ils prennent des gens en passerelle, les gens font 2 mois et ils arrêtent. Donc moi, franchement, le processus de passerelle, j'ai presque envie de dire une insulte, tellement je trouve que c'est un système merdique et qui est aussi un système passe-droit, hein, avec des gens pistonnés parce qu'ils appartiennent à telle catégorie ou telle catégorie. D'ailleurs, je vais faire une petite remarque, hein, en passerelle, il y a aussi des étudiants étrangers qui sont pistonnés, et vraiment pistonnés, alors même que les Français n'ont pas le droit d'être reçus aux euros. Donc moi, je trouve que c'est inadmissible.
Et bien sûr, encore plus inadmissible quand on parle des déserts médicaux. Oui, parce que si vous voulez mettre des médecins en campagne, hein, je suis pas sûr que ça va être les médecins étrangers qui vont être contents d'aller en campagne française. Ils seront peut-être plus à l'aise en ville, hein, dans le melting pot des villes. Euh, et moi, globalement, à la base, hein, j'ai même fait une lettre de motivation en disant à l'université de Besançon que je voulais aller travailler en campagne, généraliste en campagne. Hein. Ils m'ont même pas pris en deuxième année, alors que je finis 12e au concours. Donc moi, je ne comprends pas, je trouve que c'est mal fait, et ça m'a beaucoup déçu et un peu énervé. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie et j'avance. Donc maintenant aussi, je vais te donner quelques conseils pour bien choisir ton parcours. Vraiment, donc là, c'est plus des conseils, bah, c'est subjectif, hein, mais aussi c'est des conseils, je pense, pour qu'on ait, enfin, des gens qui soient épanouis dans leur métier, qui soient bons dans ce qu'ils font. Et globalement, moi, mon conseil, c'est vraiment de choisir son parcours en fonction de ses qualités et aussi ses matières préférées. Donc moi, typiquement, j'ai toujours aimé les sciences. Enfin, par exemple, au lycée, mes matières où j'étais le meilleur, c'était la physique-chimie, les maths. Bon, les maths, je me serais pas lancé dans un parcours en maths, mais par contre, la physique-chimie, typiquement, je me serais lancé là-dedans parce que enfin, avec une mineure en physique-chimie, parce que je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Et aussi, bah, je peux te conseiller, c'est de consulter les statistiques officielles pour les différentes facs et pour les différentes classes, pour les différentes mineurs. Ça te permettrait aussi de savoir un peu face à qui tu vas être. Et par exemple, si tu es un étudiant qui est, on va dire, moyen, tu as une mention assez bien, une mention assez bien, peut-être qu'il ne faut pas te lancer dans un programme où tu vas être qu'avec des étudiants qui ont eu des mentions très bien, parce que ça va être très difficile pour toi. Voilà. Aussi, bah, ce que je t'encourage à faire, hein, c'est de peut-être essayer de trouver le programme de ta fac pour voir si ça t'intéresse, donc voir les matières enseignées. Moi, je sais que dans ma fac, il y avait des cours de botanique. Je trouvais ça passionnant. J'avais vraiment envie de faire de la botanique. J'en avais jamais fait. Et ça a en partie contribué au fait que j'ai choisi ma fac. Et puis surtout, là, ça sera plus on va dire, un message bah, vraiment de croire en soi. Moi, c'est peut-être ce que m'ont pas donné mes profs de lycée. Je pense que j'étais pas un mauvais étudiant en soi. J'étais juste un étudiant qui avait pas trouvé ma voie. Donc, j'étais pas très impliqué au lycée. Ça m'intéressait pas tellement le lycée. Donc, j'étais pas un excellent étudiant, mais j'ai quand même eu une mention au bac. Mais bon, voilà, sans être un étudiant très engagé. Et globalement, je pense que si j'avais des profs qui m'avaient encouragé, je pense déjà que j'aurais eu des meilleurs résultats, mais aussi que j'aurais choisi des parcours plus sélectifs. Euh, Et donc vraiment, moi je te dis quelque chose, si ton conseil de classe, si tes profs ne sont pas, t'as peut-être des désaccords, franchement, ne te borne pas à ce que te disent tes profs. Si toi, tu as envie de faire quelque chose, au fond de toi, tu as envie de vraiment faire quelque chose qui te fait rêver, c'est ce qui compte. Fais-le, essaye-le, donne-toi les moyens, et vraiment, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire tout au fond de toi, fais-le. C'est le seul conseil que j'ai. Globalement, c'est possible. Il faut juste que tu crois en toi toute l'année et te donner les moyens. Il faut aussi se donner les moyens, se motiver, se mettre au travail, chauffer la chaise, et normalement, ça devrait marcher. Et puis aussi, hein, un autre conseil qui est un vrai conseil aussi, c'est de t'abonner globalement si cette vidéo t'a plu, si tu as vu du contenu intéressant, si tu as appris des choses, si tu aussi souhaites voir d'autres contenus sur le système médical et éducatif français ou même international et aussi surtout sur le contenu des matières de PASSLAS et puis de la prochaine P1, bah, n'hésite pas à t'abonner et ça me fera plaisir de t'aider. Et puis si tu as des commentaires, tu peux aussi les écrire et je te répondrai. Voilà. Donc je te souhaite sur ce une super bonne journée et je te souhaite que ton parcours se passe au mieux. Salut.